Voici la situation de la Pologne en 1933. Vous voyez, déjà l'Allemagne, elle est coupée en deux. La gauche, et là il y a la Prusse orientale avec Königsberg. C'est l'une des principales raisons de l'invasion de l'Allemagne, et aussi pour accéder à l'URSS ensuite, pour faire une invasion de masse. Donc quand vous êtes polonais, vous sentez que ça pue un peu du cul à cette époque déjà, parce que l'URSS, qui était Eco-Plus à la base, s'est transformé en monstre avec les plusieurs plans quinquennaux, et l'Allemagne aussi s'est réarmée. Donc là t'es dans la merde, t'es entre deux feux. Et la technique de la Pologne, c'est assez incroyable, c'est de faire « Oh bah, je vais essayer de faire copain avec les deux. Est-ce que ça se passe bien généralement quand on fait ça? Quand on essaye de faire le gentil avec tout le monde? Bah non, ça se passe jamais bien. T'es finito. » Donc ils sont dans la sauce, juste pour ça. D'ailleurs, Hitler avait déjà proposé des pactes d'alliance avec la Pologne pour justement attaquer l'URSS ensuite, sans conquérir la Pologne. Vous voyez, en gros, il demandait Danzig, là, le petit couloir qui coupe en deux l'Allemagne, enfin qui coupe en deux l'Allemagne, et ensuite il offre un peu de terre à la Pologne, et comme ça, en échange, bah, hop, on attaque ensemble, on est alliés. Évidemment, la Pologne, voulant rester neutre, a refusé, dire non, nous on veut rester neutre. Et la Pologne s'est rapprochée des alliés, de la France et tout ça pour survivre. Donc là vous êtes en 33, vous êtes le chef de l'état-major polonais. Vous voyez la frontière avec l'Allemand, vous voyez que ça pue un peu, non? Ça pue du fiac. Là vous êtes encerclé au nord, et déjà il y a un méga saillant ici. Alors, si vous êtes le chef de l'état-major, où vous posez vos défenses? Ah, c'est facile. Tu peux faire prout en effet, démissionner. Aux frontières, t'es sûr? Regarde, tu te colles aux frontières ici, odeur là. Les frontières à gauche, tu t'y colles, mais t'as vu, il y a un gros trou là. Tu vois, ça fait un saillant qui avance. Là, tu peux te faire encercler d'en haut et d'en bas. Minsk. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas en Pologne, Minsk. Et c'est simple, hein. Comment on défend un pays facilement? Sur la carte, en plus, c'est en gros, c'est énorme. On se cache dans les fleuves, ouais. Bah, pas dedans, mais derrière, oui. Effectivement, vous voyez la Vistule là, ça commence à Danzig et ça descend jusqu'à Cracow. Mais ça fait une super ligne de défense, non? Hop. Après, tu défends vite fait la Prusse orientale, hop. Et comme ça, t'as une bonne ligne de défense. Tu dis, oh bah c'est bon. Là, on va tenir. De toute façon, à la base, le but de la Pologne, c'était pas de gagner. Ils savaient qu'ils étaient foutus. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 1 500 000 Allemands en soldats contre 1 300 000 Polonais. Donc ça se tient. Mais à côté, l'industrie allemande est 4 fois plus puissante, donc ça ne tient pas en fait. Donc le plan de la Pologne, en effet, c'était de commencer à défendre aux frontières et de reculer directement sur la Vistule. Faire une défense organisée, en gros, on descend, hop, Vistule. Et le but, ce serait de tenir 3 mois, comme ça, après la France et l'Angleterre pour attaquer dans le dos. Ça, c'était la technique de base. Donc on se dit, ouais, bah c'est un bon plan, ça peut passer. Sauf que là, bah non, ça va pas se passer comme prévu. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? En 38-39, crise des Sudètes. Vous l'avez entendu ça en cours d'histoire, non? L'Allemagne dépaisse complètement la Tchécoslovaquie. À la base, c'était juste les Sudètes, maintenant ils ont tout chopé, hop, ils virent tout. Comme vous voyez au centre, là, la Tchécoslovaquie n'existe plus du tout. Et en plus, il y a un état fantoche qui se crée là, avec Tiso, ici, la Slovaquie de Tiso. Là, qu'est-ce qui se passe? Ok, le plan il était bien pour se défendre sur la Vistule. Et là, tout d'un coup, regardez ce qui se passe derrière la Vistule. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est la Slovaquie, elle continue. Bah voilà, le plan il est déjà dans la merde. Bon, là, tu peux plus défendre. Donc là, on se dit, ouais, ça va être très tendu. Donc ils font une armée en urgence avec toutes leurs réserves, une armée des Carpates, comme ils disent, pour défendre la Slovaquie. Et évidemment, c'est pas la seule bonne nouvelle. En 39, qu'est-ce qui se passe? Un pacte très connu de gens bienveillants. La Vistule et non la pustule, oui. Pacte de Varsovie, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, pacte de non-agression germano-soviétique, le pacte Molotov-Ribbentrop. En gros, l'Allemagne signe une alliance avec l'URSS pour dépecer toute l'Europe de l'Est. Les pays baltes, la Pologne, comme ça, d'un coup. Et du coup, quand t'es le gouvernement polonais, bah, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on défend maintenant? En plus, envoyer 1/6 de l'armée à l'Est, bah du coup maintenant tu défends tout en effet, mais tu défends tout et rien, c'est génial. Bah du coup c'est pour ça que tu vas perdre en fait, c'est pas la blitzkrieg ou tout ça, c'est juste supériorité numérique et avantage du terrain. Et on va voir aussi plus tard supériorité matérielle mais en nombre, numériquement. Bon, voici une carte pas très digeste de la campagne de Pologne, ça c'est juste avant l'invasion, 31 août. Donc en rouge les forces allemandes et en bleu les forces polonaises. Bon là c'est pas très clair, j'ai vite passé parce qu'elle est un peu chiante, ça c'est vraiment pour les experts en expertise, n'est-ce pas? Mais juste on peut voir que les chars sont concentrés là où il y a les grandes flèches, parce que je peux zoomer un petit peu. Voilà. Quand il y a un cercle, c'est une unité blindée généralement. Donc là vous avez un cercle, vous avez des chars ici, et je vois que dalle, elle est illisible la carte. Où sont les petits cercles? Bon bref, on va prendre l'autre carte d'après parce que là je vois que dalle. C'était un petit aperçu de la carte compliquée. Ça c'est le lore.
c'est les personnages qui vont se friter pendant la bataille. On retrouve le fameux Von Bock, Rudenst, Timoshenko le fameux, et le maréchal polonais un peu osef, Ridge Smiley. Voilà, petite parenthèse. Maintenant on va voir la vraie carte de la Pologne. Voilà, le vrai ordre de bataille. Oh, celle-là elle est éco plus aussi, mais on peut voir nos protagonistes à l'intérieur. Alors, petite carte de la Pologne. Donc le but évidemment, ça va être de rusher Varsovie, comme ça va encercler les armées qui étaient dans le saillant là. Déjà je comprends pas pourquoi ils défendaient le saillant à la base. Mais si, en fait, il y a une raison. Vous savez pourquoi ils étaient aussi avancés, les troupes polonaises, ou pas? Oui, il y avait déjà Rommel à l'époque. Ah, tu peux retrouver toute la clique, Rommel et compagnie, Kutcher et tout ça. Guderian, on le voit pas sur la map, non? Cocktail Molotov. On fout du cocktail Molotov. On le retrouve là, le Runstedt, au sud, groupe d'armées sud, et au nord, Bock. C'est eux qui correspondent bien aux personnages. Voici une map plus claire. Je vous la mets. Elle est mieux celle-là, je trouve. Voilà, comme je l'avais dit, le but c'est vraiment de rusher Varsovie comme des porcs et encercler toutes les petites armées qui traînent dans les saillants. Parce que oui, l'armée polonaise, vous allez me dire, mais pourquoi elle défend la frontière? Ça sert à rien, ils vont se faire encercler. Mais oui, mais justement, c'est là où il y a toute l'industrie. La Silésie et compagnie, c'est toutes les régions riches de la Pologne. Donc si elle perd ça, elle est foutue en gros. C'est là aussi il y a tous les rails de bonne qualité, les centres de garnison, c'est là où toute l'armée se rassemble généralement. Donc c'est là qu'il faut défendre. Et de toute façon, si tu recules trop, bah, tu te retrouves face aux soviétiques. Donc dans tous les cas, t'es foutu. Donc après, on peut comprendre qu'ils avaient pas beaucoup de choix. Vous voyez, à la base, la Bohème et la Slovaquie, elles étaient neutres en 33. Mais tout d'un coup, regardez, là ça va, il y a que ça à défendre. Mais tout d'un coup, quand t'as plus ça à défendre, plus l'Est ici, bah t'es foutu, tu peux rien faire en fait. C'est pas la Blitzkrieg magique ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, ils étaient foutus. Donc, 1er septembre 39, c'est l'invasion qui commence. Là, on peut voir une image colorisée, le soldat allemand. Regardez, elle est célèbre celle-là, où ils ouvrent la barrière, le drapeau polonais. D'ailleurs, les uniformes étaient aussi colorés à l'époque ou pas? Je sais qu'à une époque, il y avait pas mal de verts, mais qui sont passés en vert gris après, mais là, ça a l'air pas mal vert. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait avec le coloriage. La Silésie, comme dans The Witcher, bah sûrement oui, c'est inspiré. Attendez, je vais vous trouver les régions riches, parce que j'ai un petit trou, je vous avoue. Voilà, les régions riches se trouvent à l'ouest. Silésie, région de Lodz, Poznan et Varsovie. Donc ça c'est les régions riches, à ne pas perdre, qui se trouvent évidemment à l'ouest. Mais c'était pas secret le pacte germano-soviétique du point de vue des Polonais? Bah non, mais ils s'en doutaient un peu qu'ils allaient se faire fister au bout. Tu sais, c'est... Quand il y a tes deux voisins qui signent un traité, généralement tu fais « Ah, pourquoi ils s'allient ?» Sur le moment, c'est bizarre, je vais me faire exploser. Donc c'est là où je suis pas trop d'accord avec les cours d'histoire qui nous disent « Ouais, plein de chars rapides, ultra modernes et techniques qui envahissent la Pologne. C'est incroyable. » D'ailleurs, vous savez combien il y avait de chars dans l'armée allemande en 39? Sur 54 unités, à votre avis, combien étaient composés d'unités blindées? 5000 chars, tu dis? Ah, beaucoup moins. Tu vois, c'est ça un peu le gros de mythe. Tu penses que toute l'armée est composée de tanks, mais c'est pas du tout vrai en fait. Il y en avait 3478. Et attendez, c'est pas du luxe, attendez, on va voir la gueule des chars allemands à l'époque. La majorité c'était ça, du Panzer 1, donc ça veut dire du char d'entraînement avec une petite mitrailleuse, c'est minuscule, c'est un char de poche. À la base ça devait même pas voir le feu, mais bon, ils les ont envoyés quand même parce que bon, allez hop, on sait pas quoi en foutre. C'est soit du Panzer 1 ou du Panzer 2, voilà. Alors on est loin du beau gros char allemand, du tigre des familles là. Et pour vous dire, sur les 54 unités de l'armée allemande, il y en avait que 15 qui étaient composées de blindés ou de motorisés, donc ça fait pas beaucoup. Le reste c'était les chevaux qui tiraient tout. Et le reste c'était petit Panzer 1, petit Panzer 2 dans les unités blindées, donc même c'était pas de l'élite non plus. Ça faisait le taf. Mais... Oui, ça représente 76% du parc. Donc voilà, le mythe, voici le mythe des chars très rapides, c'était ça en fait. Des chars d'entraînement qui devaient même pas voir le jour. Une petite mitrailleuse, ah si, le Panzer 2 il avait un petit canon quand même, mais bon, tu vas jamais percer des blindages avec ça, faut pas rêver. Par contre, il y avait en effet des Panzer 3 et 4. Ça c'était beaucoup mieux, mais ils étaient pas beaucoup, hein. Un peu plus fat. Là on tape dans le moyen déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Et il y a aussi les chars qu'ils avaient pécho au Tchèque, le Panzer 38. Oui, très bonne industrie, l'industrie tchèque, du coup ils en ont profité pour rafler les tanks. Le reste c'était de la daube, mais ça représentait un faible pourcentage, n'est-ce pas? Alors je sais pas quelle génération c'est, mais c'est juste pour l'image, je montrais des Panzers. Et en face on avait les chars polonais, les 7 TP, qui tenaient tête aux chars allemands, hein. Ça se vaut, regardez quand on voit la tronche des chars, en vrai, c'est un peu équivalent. Sauf qu'évidemment, il y a un problème, ils sont beaucoup moins. Pour un char polonais, vous en avez 2,5. De bons chars, hein, je parle. On compte pas les 1 et 2 qui sont vraiment des automitrailleuses Eco+. Mais en matière d'armes, voilà, ratio de 1 pour 2,5 en bon char. Non, celui-là, il était bien, c'était un bon char moyen, enfin, léger plutôt, mais qui était utilisé comme char moyen, le 7TP. Attendez, y a pas le char rigolo Eco+, après, celui-là? Il y avait des chars de poche aussi qui ont été capturés. Voici des chars polonais capturés par l'armée allemande, qu'ils ont recyclés. C'était vraiment un tanquette, une tankinette, le char de poche. Apparemment c'était efficace, je sais pas du tout, alors je suis pas un expert
en char et tout ça, moi je me concentre sur la tactique ou la stratégie. Mais bon, voilà. Vous trouverez peut-être des vidéos intéressantes dessus. Voilà, mais en tout cas ça me fait rire ce char de poche, le TKS. Voilà pour les chars. Donc vous voyez, au final c'est juste le nombre qui l'emporte. C'est pas vraiment des méga chars hyper modernes qui écrasent tout ce qui bouge. Et surtout, gros mythe de la Blitzkrieg, on n'oublie pas la définition que l'école nous a apportée. C'était quoi déjà la définition? Utilisation massive de l'aviation et des chars sur un point pour le faire rompre. Ok. Avec l'utilisation coordonnée des bombardiers Stuka et des tanks. C'était ça la définition. Sauf qu'en Pologne c'était la version bêta de la Blitzkrieg, il n'y avait pas du tout ça. Déjà il y avait que les Panzer 3 et 4 qui étaient équipés de radio. Les 1 et 2 c'était trop petit, on pouvait pas mettre un opérateur radio ou une radio dedans. Et même la Luftwaffe, les avions, étaient pas tous équipés de radio, ou alors mal équipés. Du coup, bah, tu pouvais pas coordonner. Et de plus, à l'époque, les unités blindées étaient pas vraiment faites pour percer, elles avaient pas assez de puissance. Et en plus, elles étaient même pas combinées à l'aviation. Du coup, en fait, elle esquivait juste, elle faisait des percées, elle faisait même pas de percées, elle exploitait juste. Vous voyez, il y avait des gros gruyères dans la défense polonaise, vu qu'elle était éparpillée, donc on passe à travers, on fait ouh, c'est du slalom en fait, et on détruit toute la défense comme ça en fait. On passe juste, on n'a pas besoin de concentrer en fait, on passe juste dans du beurre et ça rentre et ça fait chier tout le monde. Donc ça c'était la Blitzkrieg Eco Plus 1.0. On peut voir les Stuka, ici, les célèbres bombardiers en piqué. Voilà. Vous voyez ceux qui font un bruit d'enfer quand ils descendent en pique. Et à l'époque, ils étaient pas du tout utilisés comme artillerie volante. Vous voyez un peu le scénario. T'as l'équipage du tank qui appelle en urgence le Stuka pour faire le ménage devant et passer. Bah là, il y avait pas de radio dans le Panzer 1-2. Et en plus, ils étaient pas tous équipés de radio même en haut. Donc en fait, ils attaquaient au pif un peu. Par contre, ils faisaient bien le taf. Ils attaquaient les lignes de ravitaillement, mais pas de soutien direct. Ils attaquaient les colonnes de ravitaillement. Qu'est-ce qu'ils attaquaient d'autres? Les gares, tout ça, vous voyez. Ils faisaient un peu plus du stratégique en fait. Oui. Et aussi, gros point noir de la Pologne, elle avait quasiment pas d'armée de l'air. Attendez, je vais vous trouver les chiffres. 400 chasseurs pour les Polonais contre 2100 pour les Allemands. Ça aussi, c'est un gros point noir. Ah si, il faut parler aussi de l'artillerie. Artillerie allemande pendant la campagne de Pologne. Pour un canon polonais, tout confondu, il y en avait 7 allemands. Donc voilà, déjà, ça pêchait beaucoup au niveau de l'artillerie aussi. Donc il y avait des grosses lacunes un peu partout, mais vous voyez, c'est surtout en termes de nombre. Et après, surtout, effectivement, oui, pour l'aviation, pour la qualité, c'était pas ouf. Attendez, je vais vous mettre l'image de l'aviation polonaise. Alors ça, c'est quoi? Un PZL P23B Karas, un Karas, on va dire. Donc ça, c'est un monomoteur, et ça se faisait broyer par, vous voyez, le Messerschmitt BF109 à l'arrière qui les découpait, parce que bon, ce truc c'était lent. Déjà, ça se voit au design, c'est un peu vieillot. Donc vous voyez un Messerschmitt à l'arrière, il se faisait broyer. Ensuite, évidemment, bah, ils vont gagner. Sauf que, bah, effectivement, ça va pas se passer comme prévu, la campagne. Les généraux, ils vont voir que bah, c'était pas ouf au final. Ouais, ils ont gagné, mais c'est juste comme ça. C'était de la supériorité matérielle. Attendez, je vais vous lire. Par exemple, il y en a un qui dit « Notre infanterie ne vaut pas celle de 1914 ». Il lui manque l'impulsion de l'avant, tout se fonde sur les chefs, d'où la perte en officiers. Les pertes sont jugées trop importantes, 15 000 tués pour l'Allemagne et 25 000 blessés quand même. Alors que t'es censé être la Blitzkrieg, t'es censé écraser tout le monde, tu te prends quand même pas mal de pertes. 564 avions détruits ou endommagés. Plusieurs unités rapides sont tombées en panne d'essence, vous voyez, elles avancent toutes seules en mode slalom, ça traverse toute la ligne ennemie mais après t'as plus d'essence, du coup t'es un peu comme un con. Du coup bah, c'est la Luftwaffe qui est obligée de parachuter en urgence de l'essence, ça c'est génial aussi. 15 cas d'officiers, non c'est des blessés juste normaux ça. Par exemple le corps de Guderian s'est peu battu, il a roulé seul, loin de l'action principale. La 4ème division Panzer s'est cassé les dents à Varsovie et a dû reculer. Une division légère n'a pas été capable de prendre Rosanne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a même perdu la moitié de ses chars. Et c'est là qu'on arrive à la grosse red pill. En fait, c'est l'infanterie qui a fait tout le travail quasiment. Celle qui a tenu l'armée polonaise. À chaque fois qu'elle reculait, l'armée polonaise, elle était toujours à son cul, l'armée allemande, du coup, elle pouvait rien faire. Donc c'est l'infanterie allemande, n'en déplaise aux fans de la Blitzkrieg, qui a fait le taf, enfin en 1939. Après, pour la campagne de France, c'est une autre histoire. Donc oui, on l'a déjà dit, la Luftwaffe n'a pas les capacités radio, la coopération entre avions et Panzer est un mythe. Par contre, ça va leur servir de leçon. Ça, vous voyez, c'est un avion de reconnaissance, ils vont en mettre de plus en plus avec des radios à l'intérieur pour apprendre de leurs erreurs. C'est pour ça qu'ils vont être beaucoup plus forts en France. Du coup, ils vont foutre des radios un peu partout, ça c'est déjà mieux. Là, vous voyez, c'est un Henschel HSB... Non, pas B. HS-126, un avion de reco. Ils vont être mis en avant pour rendre l'information plus exploitable. Et c'est là où on va commencer à voir vraiment la coopération entre armée de l'air et les chars.
Tout le monde va subir aussi un entraînement, les officiers et sous-officiers seront briefés pour avoir plus de combativité et qu'on leur laisse plus d'autonomie. Vous voyez, pas le monobloc, c'était vraiment, il y a l'état-major et après le reste ne peut rien faire, c'est eux qui décident. Dans l'armée allemande, oui, il y avait beaucoup de liberté laissée aux sous-officiers. Parce que vraiment, dans les autres armées, c'est « je suis le chef et c'est moi qui décide ». Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Donc voilà, gros entraînement. Pendant que les Français ils se touchaient la nouille derrière la ligne Maginot, l'armée allemande, elle traînait à guide good, comme on disait. Meilleure radio, meilleure coopération, entraînement pour les manœuvres, meilleure coopération interarmes et tout ça. Bon, maintenant je vous propose de voir ça en vidéo. Comment ça s'est passé, la campagne? The Poles had established an interior defensive line where they planned to halt the initial German advance. In the north, the Germans... Voilà, déjà, évidemment, c'était sûr, le petit truc merdique là, ça allait être encerclé. Encircled some of the Polish units and re-established land with East Prussia. In the south, the Germans reached the southernmost part of the Polish defensive line. They then launched several tank attacks. Là, ils disent, ouais, on va défendre le fleuve, ça va passer. Against it. In the south and center, the Poles were able to contain the Germans, but in the north, the Polish lines were broken. The Poles had their reserves ready to cover the northern direction. They also pulled back their forces in the south. Soon, the retreating force... Oui, il n'y a même pas besoin de percer en mode blitzkrieg à tout concentrer vu que elle est déjà éparpillée l'armée polonaise en fait. History, le youtubeur, avec un E. Et tu tapes World War II map, je pense que tu trouveras sur YouTube. Trouble, as they were pursued by fast-moving German tanks. Oui, déjà défendre le fleuve, ça sert à rien vu qu'il y avait déjà un trou au sud. In the north, the Polish reserves re-established the front line and for some days could continue the withdrawal. But then the German tanks broke through once again. This time, by that time, Poland might have benefited from a French attack on the western front, but the Allies had not expected the events to take place so quickly and did not give effective assistance to Poland. Et là, le saillant il se paye, regardez, encerclé de partout. Polish forces decided to launch a desperate counterattack against the German forward units to allow their forces to escape, and in the south, their forces were encircled. The Polish counterattack in the north allowed some of the Polish forces to withdraw and cut it off. Voilà, que des encerclements. Germans succeeded in their plan. Ils appellent ça les chaudrons, les Allemands. Refaire toujours la bataille de Cannes à l'infini pour gagner. Now ordered to retreat to their final defensive line at the Romanian bridgehead. Ouais, toujours la même technique. Vov. La double pince à chaque fois pour encercler les unités. Mobilité, encerclement. Et après t'as les Russes qui arrivent. Donc là c'est encore plus finito. The Soviets and the Germans had finished mopping up the remaining Polish forces and the campaign was over. Donc la Pologne va être découpée par tout le monde évidemment. On prend des territoires à l'ouest et on les intègre à l'Allemagne. La chance, c'est les plus riches qui sont intégrés. On donne un peu à la Lituanie, on donne les autres à l'URSS et on crée un gouvernement général de Pologne. C'est un puppet de l'Allemagne. Je l'image d'un Panzer 1 ici, je sais pas ce qu'il a fait. Donc voilà le Panzer 1 à quoi il ressemblait, donc c'était pas très gros. Voilà, Panzer 1 avec la croix. Voilà, tu pouvais pas faire grand chose avec ça de toute façon. Et tu vas être serré comme une sardine. Une image après l'invasion, je pense, celle-là. Hop, les ruines. Ah, ils ont bien bombardé Varsovie, pour ceux qui savent pas. Elle a été saucée. Ici, nous avons photo de l'armée polonaise avec des canons. Je sais pas du tout si c'est une reconstitution ou pas, mais comme on l'a vu précédemment, le ratio était très déséquilibré pour l'artillerie, 1 pour 7. Donc ouais, quand t'as quasiment 7 fois moins, c'est chaud. Et là pour finir, le gros des transports, contrairement au mythe, non, la majorité des transports se fait à cheval. Voilà, comme ça. Pour ravitailler tout, c'est pratique. Oui, parce que l'Allemagne n'a pas du pétrole à l'infini, comme les Américains, donc non. Tout au cheval, c'est génial. On le rappelle, pour une cinquantaine de divisions allemandes, il y en avait que entre 10 et 15 qui étaient vraiment motorisées ou blindées. Le reste, c'est à pied, cheval. Peut-être vélo pour les chanceux, mais généralement, c'était pied ou cheval, ouais. Le cheval, de toute façon, ce sera le principal véhicule de transport pour quasiment tout le monde à la base. Parce qu'en vrai, qui pensait à l'époque, quand on apprenait les cours sur la Seconde Guerre mondiale, vous pensez vraiment que l'armée allemande c'était full tank, vraiment toutes les divisions c'était des tanks partout, à tir larigot. Parce que moi je pensais vraiment ça, mais non, c'est pas du tout vrai. C'est qu'une petite pointe, 10% de l'armée qui est bien mécanisée, motorisée, full tank, et le reste, c'est la populace de la Première Guerre mondiale, voilà. Mais j'imaginais des camions et des chars de partout. Ça c'est les Américains à la fin de la guerre, parce qu'eux ils peuvent se permettre, ils ont plein de pétrole, ils peuvent se permettre de faire des trucs mécanisés, des unités mécanisées, tout ça. Mais plus quand t'as une grosse armée, non. Les Russes aussi, ils ont besoin de beaucoup de chevaux. Donc ouais, moi aussi je pensais ça à l'époque, des chars partout. Merci les cours d'histoire. Et dernière photo, prisonnier polonais et une prisonnière de la Croix-Rouge. Voilà. C'est assez rare les photos colorisées sur la Pologne, j'ai galéré à chercher, à trouver surtout. Voilà. Vous avez des questions dans le début du quiz ou pas? Ils mangeaient déjà des chevaux à l'époque. Ah bah oui, quand t'avais la dalle, fallait en bouffer. Au siège de Stalingrad, ils étaient forcés de les bouffer les chevaux, autrement ils crevaient de faim. Ça a dû mal finir. Je sais que les soldats allemands avaient ordre de pas
de pas violer, autrement ils avaient une grosse sanction. Mais bon après, si t'en prends une comme ça et tu la planques, je pense qu'on va pas te chercher. Mais ils ont beaucoup mieux traité les Français que les Polonais, hein, les Allemands, parce que soi-disant ils étaient inférieurs. Attends, pourquoi on nous a appris tous ces mythes? Mais je te l'ai dit, on se concentre trop sur des conneries, genre la sociologie, on se concentre pas sur les faits en fait, c'est pour ça. Parce qu'ils ont pas envie de s'attarder sur ça, je pense. Ils utilisent des trucs périmés. Parce que oui, ça c'est de la propagande allemande, que tout est motorisé. Ils se disent, oh, c'est bon. L'Allemagne utilise des tanks très rapides pour contourner des obstacles, voilà. 80% de l'armée allemande en 39. C'est ça. Évidemment, c'est moins sexy, hein, c'est moins épique. Ma grand-mère m'a dit que les Allemands étaient sympas PDR. Alors j'ai entendu qu'ils étaient très sympas, c'est pour une raison, c'est qu'ils voulaient pas se retrouver avec la Yougoslavie épisode 2 en fait. Parce que bon, si toute la France se rebelle, merci. Et t'avais des ressources aussi en France. Tu pouvais exploiter la main d'œuvre, donc bon, t'évitais de faire des génocides à tous les coins de rue. C'est logique. Faut pas chercher des raisons de gentils et méchants, faut chercher des raisons de logique à chaque fois. Alors toi, Polonais, toi je te considère comme un sous-homme, donc comme ça, on peut t'exécuter comme ça. Français, faut faire attention quand même, c'est toujours de la géopolitique de toute façon. Vous voyez, un cours d'histoire sans idéologie, je vous raconte juste des faits, c'est incroyable. Bref, des questions avant le début du quiz. Le prétexte pour déclencher la guerre, tu t'en fous ça, tu fais l'armée polonaise elle m'a agressé et c'est bon, tu balances tout le monde. Généralement t'attaques le dimanche, c'est ce qu'ils ont fait en plus, 1er septembre. Comme ça les fonctionnaires ils sont au repos, donc c'est le moment idéal. La Gertrude, l'informateur, il est pas là et hop, t'attaques.